C'est moi ou j'ai l'impression qu'on n'est que 10 pour l'instant? Ce qui me semble quand même fort peu. On va attendre encore quelques minutes. Ah ben voilà, il est là. Ah ben oui, visiblement, j'ai compris 9h30. Bon. Bien ce que je me disais aussi. J'en profite pour vous mettre un lien que vous pouvez aller regarder après le cours. Ça constitue une lecture complémentaire, entre guillemets, qui vient compléter le cours d'aujourd'hui. Ça viendra éclairer un peu toute la partie sur les frontières. Je l'aurais diffusé, mais le problème, c'est qu'elle dure quand même 1 heure. Donc, autant que vous regardiez ça calmement. Et comme ça, on ne perd pas 1 heure pendant le cours pour regarder la vidéo. Mais ça viendra compléter assez utilement ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, vous avez le lien dans la conversation. Il n'y a pas encore.
Ok, donc qu'est-ce qui commence à arriver? C'est bien. Là, il est là. Là, ça doit être bon. Super. Et on est bien sur ça. Ok, super. Voilà, donc bon, ça commence à arriver, on est déjà une bonne vingtaine. Je vous propose c'est qu'on commence par faire un petit point sur les examens. Donc, a priori, si j'ai bien suivi, tout le monde est inscrit maintenant. Je crois qu'on est quelque chose comme 30, ouais, presque 41, si je dis pas de bêtises. Mais a priori, tout le monde a pu trouver un créneau pour s'inscrire à l'examen, que ce soit le 2 ou le 18.
42, ok. Donc divisé en deux groupes, fondamentalement la même méthode pour tout le monde. Et donc le fonctionnement, c'est comme je vous avais dit, hein, on est sur 3 ou 4 questions qui vont finalement brosser l'ensemble du cours et permettre de construire une discussion générale sur vos acquis de manière générale au travers du cours. Donc, pour les petits travaux, je suis encore en train de réfléchir à la meilleure thématique possible, donc ce sera pour la semaine prochaine. Encore une fois, un travail de 2 pages grand maximum avec lequel on va lancer la discussion. Donc, je suis encore en train de réfléchir à comment vous laisser le plus de latitude possible sur la thématique. Parce que je ne vais pas être trop restrictif du coup, vu qu'on va être à distance et qu'on va plus avoir une discussion à cours ouvert, ça modifie un peu fondamentalement la logique des thématiques. Donc pour la semaine prochaine, je vous aurai sorti le thème, ou en tout cas les balises pour que vous puissiez réaliser votre travail. Non, non, vous ne me remettez pas de support écrit ni au préalable, ni avant, ni après d'ailleurs. L'objectif, c'est vraiment que vous me le présentiez. Ça constitue la première question. Et moi, ça me permet de rebondir et d'enchaîner avec des questions. Mais donc, il y a 3 grandes parties générales dans le cours, comme vous commencez à le comprendre. La première partie, c'est évidemment les différents territoires qu'on a presque fini, mais pas encore. On va finir ça aujourd'hui. On a vu l'État, on a vu les entités infra-étatiques, les entités supra-étatiques. On était en plein dans les aires socioculturelles. On avait fait les aires linguistiques. Il nous reste encore à voir les aires confessionnelles et les aires socio-économiques aujourd'hui. Avant d'attaquer la deuxième grande partie, les lignes, les frontières, les réseaux. Et après, il y aura les pôles. Donc ça, c'est un peu les 3 grands blocs du cours. Et au travers de ça, toute une série de concepts et d'outils de décodage. Et donc, ça va être centré là-dessus, la première question et l'ensemble des autres questions ici, pour faire très simple. Et donc voilà, si en termes organisationnels, c'est bon, c'est déjà quelque chose de positif. Si tout le monde a pu trouver une date, normalement 42, je crois que tout le monde est à peu près inscrit en première cesse. Donc, je crois qu'on doit être 49, mais sans compter ceux qui ont éventuellement arrêté pendant le cours de l'année, ou que sais-je. Quasiment tout le monde a un créneau horaire. Donc ça, c'est une bonne chose. La semaine dernière, on a fait une première séance de questions-réponses. Ça, c'est la deuxième chose que je devais vous dire. La prochaine séance de questions-réponses, je vous propose, si ça vous convient, qu'on la fasse le 1er mai. Donc, on aura eu encore 2 cours. On aura un 3e cours le 2, mais comme le 1er mai, c'est un jour férié, a priori, on devrait pouvoir faire ça en matinée. Ça devrait pouvoir convenir à une grande majorité d'entre nous. C'est un vendredi, oui. Et on aura cours le lendemain, on aura cours le samedi. Et donc, pareil, hein, je vais me connecter vers 9h30 et je serai là pour répondre à vos questions sur les 2 cours, donc celui d'aujourd'hui, celui de la semaine prochaine. Et puis, il nous restera 3 cours. Donc, après le cours du 2 mai et le cours du 9 mai, on réorganisera une séance de questions-réponses. Je ne sais pas encore la date parce qu'il faut voir en fonction de confinement, pas confinement. On va voir un peu ce qui est l'idéal. Et donc là, a priori, ce serait en semaine, en soirée. Donc la semaine du 11 mai. Et puis, il nous restera un dernier cours. La semaine prochaine, le cours. 9h ou 9h30, moi, fondamentalement, c'est comme ça que j'arrange. Je prévois toujours 9h au cas où il y a des questions, mais c'est vrai qu'effectivement, s'il y a une séance de questions-réponses complémentaires sur les éléments du cours, on peut commencer à 9h30. C'est vrai que j'avais prévu 9h, effectivement, pour les réponses aux questions, mais si on organise des séances spécifiques pour les questions-réponses, ça n'a pas beaucoup de sens de commencer plus tôt. Donc 9h30, c'est très bien, pour la semaine prochaine aussi.
Donc ça nous permet d'avancer. Donc voilà, prochaine séance de questions-réponses le 1er mai à 9h30. Puis on aura cours le 2 mai, cours le 9 mai, une séance de questions-réponses la semaine du 11 mai, cours le 16 mai. Et puis, je réorganiserai une petite séance de questions-réponses ou de soutien pendant le blocus. Là aussi, probablement soirée ou jour de week-end, sans doute un samedi matin, quelque chose comme ça, pendant le blocus. Donc avant le 2 juin. Et puis, examen le 2 et le 18. Donc avant de commencer aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions sur le cours de la semaine dernière? Parce que finalement, on va rentrer dans la continuité de ce qu'on s'était dit la semaine dernière. On avait terminé avec les aires linguistiques. Donc on va commencer aujourd'hui sur les aires confessionnelles. Un des derniers, finalement, territoires de géographie politique qu'on étudie. Donc, si vous n'avez pas de questions, visiblement, vous les aviez déjà posées. Je vous propose qu'on continue. Donc, pour rappel, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a fini l'État dans les territoires de géographie politique. On a évoqué évidemment les territoires infra- et supra-étatiques et on avait commencé à évoquer les aires socio-économiques. Dans les aires socio-culturelles, pardon. Dans les aires socio-culturelles, on avait vu les aires linguistiques. On en a encore deux autres, qui sont les aires confessionnelles et les aires socio-économiques. Alors, les aires confessionnelles, finalement, on va parler religion. L'analyse des religions elles-mêmes, elle a connu un succès grandissant à partir des années 89-90, c'est-à-dire à la fin, vous l'avez compris, de la guerre froide. La religion va commencer à s'imposer comme un facteur finalement structurant de l'espace politique mondial après cette période de guerre froide. Vous avez sans doute connaissance de l'ouvrage de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, où on va commencer à poser des bases et à opposer des concepts. On va opposer notamment le concept de paix et de religion, de commerce, de religion, de paix, de guerre, en disant fondamentalement que le commerce va être un facteur de paix, la religion plutôt un facteur de guerre. On va commencer à essayer de regrouper des peuples en fonction de leur religion, toujours dans une dynamique très cartographique, puisqu'on fait quand même de la géographie politique, ça il ne faut pas l'oublier. On va parler de tectonique des peuples à un moment donné, parce qu'on essaye de ranger, de faire des grandes zones à peu près confessionnelles. Huntington, par exemple, c'est un exemple, on va proposer 8 peuples différents qui sont des ensembles, des grands ensembles basés sur la religion, sont sur 8 grandes religions. On est donc dans une vision du monde après la Deuxième Guerre mondiale, après la guerre froide, assez pessimiste finalement. On a des clivages religieux qui sont très forts et qui sont envisagés comme intrinsèquement conflictuels, ces clivages religieux. Et donc la description de ce maillage religieux va devenir un élément d'intérêt pour la géographie politique. Alors la religion, elle unit évidemment à l'intérieur de ces zones confessionnelles, parce que les gens qui partagent la même religion vont s'unir et s'opposer à d'autres blocs qui ne partagent pas la même religion. Donc la religion peut unir, comme elle peut diviser. Notamment, si on prend l'exemple suivant de l'Inde et du Pakistan, vous voyez le PowerPoint. Parce que sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça va, je les mets directement. Comme ça, ça me permet d'avoir la... Alors, j'ai beaucoup de oui et j'ai un non. Ah, voilà. Super. Donc, il est directement là. Comme ça, j'ai en plus vos commentaires. Donc, j'ai tout en même temps. Je commence à m'organiser avec Teams. C'est super.
Je vais finir par le gérer. Donc voilà, après il y aura des vidéos, donc il faudra simplement que vous me disiez si vous avez des sons. Parce qu'il y a il y en a pas mal aujourd'hui. Je crois qu'il y a 3 ou 4 éléments vidéo ou audio pour appuyer le cours. Donc voilà, on fera le test après. Et donc, facteur, je disais, de division, parce que fondamentalement, entre l'Inde et le Pakistan, ils partagent fondamentalement tout. Ils partagent une zone géographique, ils partagent la même langue, hein. L'hindi en Inde et au Pakistan, ce qu'on appelle l'ourdou, sont en fait fondamentalement une seule et même langue, avec des alphabets simplement rédigés différemment. Ce qui va distinguer ces deux peuples, c'est essentiellement la religion. Religion musulmane, religion hindoue. Et ce qui donne lieu, fondamentalement, à toute une série de conflits intercommunautaires qui vous sont représentés sur la carte. Donc, des peuples qui finalement n'ont rien de différent, si ce n'est la religion, peuvent aussi rentrer en conflit sur cette base. Donc on est sur un facteur qui est relativement équivoque quand on parle de religion. C'est difficile à appréhender. La pratique d'une religion elle-même, elle est variable à différentes échelles, mais on peut en faire une géographie, tout en gardant évidemment à l'esprit qu'aucun groupe n'est vraiment homogène. L'évolution démographique, elle favorise aujourd'hui les religions, disons, du Sud, mais fondamentalement, les groupes ne sont pas homogènes. Alors, si on voulait faire une carte, en tout cas proposer une carte des religions, voilà ce que ça pourrait donner. Encore une fois, c'est une représentation qui n'est pas fixée, mais qui donne une idée, globalement, de la représentation globale des grands groupes religieux. Encore une fois, c'est une entreprise relativement hasardeuse de pouvoir fixer comme ça les grands groupes religieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays où l'appartenance à une religion, c'est une caractéristique qui est relevée par les autorités. Si je prends la Grèce, par exemple, jusqu'en 2000 à peu près, comme au Liban également, la religion était inscrite sur la carte d'identité. Donc ça permettait d'avoir un relevé précis des religions, utile pour les données cartographiques. Après, en termes de protection de la vie privée, c'est un autre débat. Mais inversement, les régimes politiques qui ont été installés en Europe de l'Ouest après la Deuxième Guerre mondiale étaient fondamentalement athées. Donc, ça ne signifiait pas que la religion avait disparu, ça signifiait qu'on était dans des États laïques qui prônaient la séparation de l'Église et de l'État. Pareil, prenons l'exemple de la France, c'est un pays laïque, la religion c'est exclusivement dans la sphère privée, elle est tout à fait séparée de l'État, impossible de trouver des données officielles sur l'appartenance religieuse des Français. Donc, encore une fois, la carte des religions a une valeur indicative. La France est considérée comme majoritairement catholique, mais on est bien conscient que l'ensemble des Français ne sont pas catholiques. On va quand même dresser donc cette carte parce que ça permet en tout cas d'avoir une idée globale et surtout, même si une adhésion à une religion, c'est une affaire privée, une affaire personnelle, le progrès des religions, ce sont des faits collectifs. Pour faire très simple, et c'est lié à des événements politiques. Ça, c'est une donnée fondamentale que vous devez avoir en tête, c'est l'importance du lien politique avec l'ère confessionnelle, mais aussi avec l'ère linguistique. On en reparlera quand on verra les frontières, parce qu'il y a également les mêmes déclinaisons autour des frontières qu'autour des aires, fondamentalement. C'est le lien qu'il y a avec la politique pour ces aires spécifiques. L'État, quand on parle d'ère linguistique, peut s'appuyer sur une religion comme étant un élément fondamental de construction d'une identité nationale. Quand on impose le français comme langue unique en France, il y a un objectif politique derrière. Pour la religion et son expansion, on verra d'ailleurs après une petite vidéo qui montre l'expansion des religions à travers le temps, c'est assez éclairant, parce que fondamentalement, ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur une dynamique politique. L'expansion de l'islam, au sud de la Méditerranée, ça s'est fait en liaison avec la conquête arabe. La christianisation de l'Amérique, c'est un produit de la colonisation européenne. Tout ça sont des dynamiques politiques. Donc toutes ces modalités historiques expliquent la répartition des religions et expliquent pourquoi ça se fait par grandes masses et par grands rassemblements géographiques. C'est pour ça qu'on a des espèces de grandes zones, parce que fondamentalement relativement homogènes.
La répartition actuelle, donc vous la voyez, on va mettre en évidence fondamentalement 4 grands groupes. Le premier groupe, ça reste le groupe chrétien, entre 1,4 et 1,7 million de personnes. Le deuxième, donc 1,4 milliard, hein, donc 1400 millions. Le deuxième groupe, c'est l'islam, plus d'1 milliard à peu près de personnes qui sont revendiquent de cette confession. L'hindouisme ensuite, 700 millions. Diverses formes de bouddhisme ensuite, avec 300 millions. Et puis en dehors de ces grandes masses, on a tout ce qui est religion dite animiste, c'est-à-dire donc toute une série de religions qui sont basées vraiment sur toute une série de symboles divers, mais qui sont beaucoup plus disparates. Et où là, on a à peu près 200 millions, et puis le judaïsme également, où là, on a une religion qui est relativement fermée, avec entre 17 et 20 millions de personnes. C'est des statistiques globales qui donnent, quand on vous dit entre 1,4 milliard et 1,7 milliard, c'est quand même des fameuses fourchettes. Donc, il y a la question, de toute façon, des personnes qui ne se revendiquent d'aucune religion. Si je prends la France, encore une fois, il y a au moins 30% de la population qui se déclare athée. On classe évidemment toute la Chine dans le bouddhisme, mais dans un pays officiellement athée, fondamentalement, parce que c'est un pays communiste. Donc, 70 ans de communisme ont professé l'athéisme. C'est la même chose en Russie. Quelle proportion doit-on considérer que les Russes soient des chrétiens orthodoxes? C'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Donc fondamentalement, on doit se baser sur des cartes qui sont relativement peu précises en termes de religion, beaucoup plus difficile que pour la langue, fondamentalement, où là, c'est un critère relativement évident. Alors, c'est des préoccupations, certes, mais ce n'est pas fondamental pour les géographes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de définir des grandes aires culturelles, des fondements religieux, et d'expliquer finalement pourquoi ces aires sont là où elles se trouvent et comment est-ce qu'elles ont évolué. Alors, les aires, on peut les définir. Une ère chrétienne, pour faire simple, avec l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, une partie de l'Afrique centrale, et les Philippines en Asie. C'est une répartition qui est le fruit de quoi? Encore une fois, de dynamique politique, une christianisation à partir du bassin méditerranéen, puis après, l'expansion européenne au travers de la colonisation, c'est relativement évident. L'islam, qui est beaucoup plus regroupé, qui est issu de la conquête arabe, et puis d'une expansion à partir de ce centre-là, qui va couvrir un espace quand même relativement étendu, parce qu'on va jusqu'en Afrique quasiment centrale et jusqu'en Inde, avec un prolongement en Indonésie. On voit vraiment cet islam regroupé, mais encore une fois, une diffusion à partir d'un centre et une expansion. L'hindouisme, qui est vraiment limité à la péninsule indienne, à l'exception encore une fois de l'Indonésie, et le bouddhisme, l'Extrême-Orient, de manière générale. Donc on voit quand même des blocs relativement regroupés, et ces 4 grandes aires que l'on peut définir. Ça va? La religion, on l'a dit, religion et politique, religion et État. Outre ces grandes aires, ce qui est important, c'est de se dire que jusqu'au début du XIXe siècle, les États avaient tous une dimension religieuse, la tolérance vis-à-vis des confessions minoritaires et la liberté de penser, c'était tout à fait exceptionnel. Donc aujourd'hui, on est rentré dans une dynamique spécifique. Oui, tout à fait. Ghetto vénitien, on y vient, parce que c'est particulièrement intéressant dans le cadre justement de la gestion de la religion par l'État. Donc si vous voulez, cette dynamique d'État laïque, d'État qui se revendique non confessionnel, c'est relativement récent. On est vraiment sur une dynamique post-Grande Guerre, hein, pour faire simple. Avant, on avait régulièrement des religions d'État et une très très faible propension à tolérer les religions minoritaires au sein de l'État. La règle, au contraire, c'était le prince impose à ses sujets la religion de l'État. C'est celui qui détient le pouvoir qui fixe la religion de l'État. Dans l'Europe chrétienne, cette époque, les Juifs sont très longtemps astreints à résidence dans des quartiers réservés qu'on appelle ghettos. Ghetto, ça vient de quoi? Ça vient du premier du genre, à Venise. Donc le nom ghetto vient de ce premier quartier vénitien établi en 1516. Donc ça n'a rien à voir, en fait, avec la Seconde Guerre mondiale et toutes les atrocités qui en ont découlé,
On est parti sur la même logique, mais c'est bien plus ancien que ça, la dynamique de ghetto, mais ça concernait déjà une religion minoritaire. Et ici, l'exemple de l'Italie est frappant parce que c'est le premier du genre. C'était donc fondamentalement une ségrégation. Pas une grande propension, encore une fois, à tolérer les religions minoritaires, et c'était fondé sur une idée relativement simple, c'était que ça permettrait de mieux assurer l'ordre public. Donc, si vous faites un petit pas en arrière, et vous regardez la carte, tout est lié. Religion, géographie et politique. Sur base d'un potentiel problème entre des confessions qui seraient antagonistes ou qui seraient en tout cas disparates. On choisit d'utiliser finalement un outil politique cartographique pour gérer ce problème et assurer l'ordre public. C'est-à-dire qu'on va définir un quartier sur la carte où ces personnes de confessions différentes doivent se regrouper pour pouvoir assurer l'ordre public. Donc, politique, géographie, religion, dès 1516, tout est lié. Donc les autorités décident de regrouper les Juifs dans des quartiers réservés et veiller en fait à ce qu'ils soient le moins visibles possible, au plus grand nombre fondamentalement, et que les édifices de culte soient discrets. Donc ils n'étaient pas interdits, ils étaient tolérés, mais ils étaient regroupés et invisibilisés au maximum. Les débordements étaient évidemment toujours à craindre, parce que bon, on est quand même dans une époque où on considère que la tradition chrétienne considère que les Juifs sont responsables de la mort du Christ. Donc, on est dans une dynamique qui peut devenir conflictuelle, et donc les autorités considèrent qu'il est de leur devoir de maintenir l'ordre public, et c'est la solution qui est mise sur la table. L'échelle est également très très importante, parce que là, on n'est plus au niveau des États, on est au niveau d'une ville elle-même. Donc l'échelle cartographique est particulièrement importante. On le verra. Ghetto juif à Venise, oui, tout à fait. Et le nom ghetto vient de là, c'était le nom du quartier. Donc c'est particulièrement intéressant aussi de se dire qu'on est ici dans une dynamique à l'échelle d'une ville, parce que les échelles en géographie politique sont très très importantes. Ça va? Alors aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. On est dans des cohabitations au sein d'un même État, parfois de coalitions, de confessions religieuses qui sont très variées, et qui sont le produit de quoi finalement? C'est confessions différentes, ces groupements religieux différents qui vont cohabiter au sein d'un même État. Mais, 1516 pour Venise. Alors, c'est le produit de modification de quoi finalement? Mais si je prends l'exemple suivant, l'exemple de la Suisse, c'est le produit de modification de frontières. On a ici une carte tout à fait, donc à l'échelle d'un pays, maintenant on change d'échelle. Les modifications de frontières ont abouti à quoi? Finalement, la réunion de provinces ou d'États qui étaient avant indépendants et qui étaient avant religieusement homogènes. Et finalement, quand on a changé les frontières, on s'est retrouvé avec des États ou avec des zones géographiques qui n'étaient plus homogènes de manière religieusement parlant. C'est le cas de la Suisse, c'est également le cas de l'Allemagne. La Bavière était catholique, la Saxe était protestante. Ici, en Suisse, on le voit très bien, on a des zones protestantes, en tout cas à majorité protestante, et des zones à majorité catholique. Donc, la politique influence aussi, les décisions politiques vont influencer l'homogénéité d'une aire confessionnelle. Autant que différents groupes confessionnels sur une aire spécifique vont forcer les politiques à prendre des décisions, comme dans le cas de Venise. Ça peut être à l'échelle d'un pays, comme ça peut être à l'échelle d'une ville. Donc c'est important d'avoir tout ça en tête. Il reste un élément qui est très important, c'est celui des migrations. À grande échelle, évidemment, depuis migration de peuplement européen du 19e siècle jusqu'aux États-Unis, jusqu'aux migrations politiques de main-d'œuvre contemporaines. En parlant des charbonnages, les migrations, ne serait-ce que dans notre région, au Mons-Borinage, de grandes migrations de main-d'œuvre, autant
les Italiens pouvaient partager le catholicisme avec la population belge francophone, en tout cas de la région, en tout cas de manière majoritaire, autant les Grecs ou les Turcs sont venus avec leur langue, mais aussi leur confession tout à fait différente. Donc on a amené finalement des mélanges spatiaux de diverses confessions au travers de ces migrations. Les États-Unis regroupent aujourd'hui des chrétiens protestants, des catholiques de l'Europe, mais des populations musulmanes également, de plus en plus nombreuses, qui viennent du Proche-Orient ou d'Afrique. Une situation qu'on connaît aussi en France notamment, avec une migration de plus en plus importante de confession musulmane, en Belgique également. Cette situation de mélange spatial, elle ne va pas forcément affecter le pays dans son ensemble, mais plutôt l'échelle des villes. Et la question aujourd'hui donc de rapport entre l'État et la religion, fondamentalement, revient sur le devant de la scène au travers de ces migrations, parce que, d'une part, la liberté de penser et celle de pratiquer la religion de son choix ne sont pas partout admises, et d'autre part, l'espèce d'État laïque qu'on a voulu imposer à un moment donné n'est pas forcément un État multiculturel. Et donc, quand on a des religions qui aujourd'hui s'importent avec des signes extérieurs visibles, tels que la question du voile, par exemple, mais elle n'est pas réglée partout de la même manière, elle ne fait pas débat partout de la même manière, et voilà une nouvelle question politique qui s'impose à l'agenda politique finalement, qui s'impose dans l'espace public, et qui est due à quoi? À des modifications des aires confessionnelles, au travers des migrations. Donc les cartes sont mouvantes, hein. Il n'y a pas une carte fixe des aires confessionnelles. Quand on regarde ceci, c'est une photographie générale. La France catholique, ça n'a pas beaucoup de sens. On peut dire que c'est majoritairement catholique, pour faire des zones, pour faire des aires. Mais la France n'est pas catholique. La Belgique n'est pas plus catholique que la France. On a une multitude de religions qui s'imposent, et le traitement politique se fait ici, au travers des migrations et des mouvances de cartes, beaucoup plus au niveau de la ville. Vous avez une ville comme Bruxelles, vous n'avez pas les mêmes problématiques en termes de problématiques politiques, en termes de gestion des aires professionnelles différentes, que dans une ville comme Arlon. Tout à fait évident. On remonte généralement jusqu'au fédéral. En France, l'État unitaire qui doit se positionner sur la question des signes extérieurs, par exemple. Et donc, friction, conflit, parce que les aires professionnelles sont mouvantes. Les cartes se modifient et amènent avec elles tout un lot de questions politiques qu'il faut régler. Donc ce lien entre ère confessionnelle et État, et politique de manière générale, est fondamental, comme il l'est pour la linguistique. D'où l'importance de s'y intéresser, notamment en termes de géographie politique. Il nous reste un dernier élément qui est important, c'est la diffusion spatiale des religions. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo après, mais ce qui est important, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, toutes les grandes religions se sont répandues à partir d'un centre qui joue le rôle d'un point de référence, finalement. Et puis on a eu toute une dynamique d'expansion, je vous l'ai expliqué, hein, pour l'Église catholique, mais je vous l'ai expliqué aussi, pour l'islam. Ce centre-là est généralement même devenu un point de pèlerinage, mais bon, ça c'est plus anecdotique. Donc les religions se sont diffusées au XIXe siècle. Pour la conversion au christianisme, c'est beaucoup faite de deux manières. D'un côté, par l'exportation. Alors là, dans une société où la religion est majoritaire, c'est une question qui n'est pas inintéressante, parce qu'il faut faire la différence entre la manière dont la Belgique gère les religions et la manière dont la France les gère. Donc, la logique des réseaux, en tout cas des réseaux d'enseignement, c'est un héritage. C'est un héritage du passé, parce que la Belgique n'est pas un État laïque, la Belgique est un État multiconfessionnel. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que l'ensemble des cultes en Belgique sont financés par l'État. Mais la religion musulmane, comme la religion catholique, comme la religion juive, toutes ces religions sont financées par l'État. Donc c'est un État où l'ensemble des confessions, à partir d'un certain seuil, je pense, sur le territoire, sont financées. Le réseau catholique, différent du réseau privé, ça c'est historique, et ça concerne
essentiellement l'enseignement, mais ça va aussi concerner le syndicalisme. Donc on a toute une série comme ça de dynamiques. On a encore des partis politiques. C'est aussi, oui, les États étrangers peuvent financer. Donc les États étrangers peuvent financer, mais ça ne concerne pas l'État belge. Donc là, on n'est pas exactement sur Wallet, mais c'est une autre question. Le fait que nos États soient organisés sur le calendrier chrétien, c'est encore une fois une transition. Ça, c'est des éléments traditionnels. C'est pas politique. C'est pas une question politique en tant que telle. Et c'est des choses qui sont mouvantes. Comme le dimanche, aujourd'hui, c'est remis en question. Le travail le dimanche, c'est une question politique qui revient beaucoup. Encore une fois, on est vraiment sur cette dynamique de mouvance au travail. Les réseaux dans les hôpitaux, mais les réseaux, c'est partout. En Belgique, donc, il y a des réseaux partout. On a encore des partis politiques ouvertement catholiques. CDH, CDNV. Donc là, on a des réminiscences, même si les noms ont bougé. CDNV, il y a toujours chrétien dans le nom. CDH, c'est plus le cas, mais le PSC, c'était l'idée. Comme on a des partis, à Bruxelles, le parti islam, qui existe également. Donc on a des lignes qui bougent. Avant, on avait vraiment ces deux réseaux, catho et public, entre guillemets, et donc qui sont diffusés au travers de toute la société belge. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont en mouvance, mais on a des réminiscences finalement de cette historicité de l'organisation catholique sur le territoire belge. Ce qui n'empêche pas les cartes de bouger. Des migrations, de faire bouger finalement ces lignes-là, avec l'importation de nouvelles religions. Mais quand vous prenez la ville de Mons, vous avez plusieurs mosquées, une église orthodoxe, de nombreuses églises catholiques évidemment. Oui, moi, je veux dire, tout est déclinable hein, sur cette ligne publique-privée, entre guillemets, donc réseau chrétien. Et donc ça, c'est un fondement historique en Belgique, qu'on retrouve beaucoup moins en France, par exemple. Mais c'est une ligne de clivage qui traverse la Belgique. Mais ces lignes de clivage tendent à s'estomper aujourd'hui parce que de nouvelles questions apparaissent. On peut s'interroger sur la prégnance de cette dynamique religieuse dans des questions éthiques, par exemple. Ça, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui, notamment au sujet de l'avortement. Quand vous voyez le positionnement des différents partis, fondamentalement, ils suivent ces lignes de clivage. C'est tout à fait intéressant à observer. Et donc, le lien entre religion et politique est tout à fait évident. Oui, donc j'en reviens, parce que je répondais aux questions finalement. Donc j'en reviens à ma diffusion des religions. Pour l'Europe, ils sont faits donc, de deux manières, c'est-à-dire, pas de deux manières, mais disons qu'il y avait deux éléments importants au niveau des religions. Donc par exportation, des Européens qui se sont exportés vers notamment les États-Unis, mais aussi par, j'ai perdu le mot. Par colonisation, pardon. Donc les missionnaires ont converti, c'est ça le mot que je cherchais, ont converti beaucoup de populations, notamment sur le continent africain. Donc la religion catholique s'est exportée de cette manière. Des conversions et une exportation de populations vers des territoires qui étaient peu habités, notamment l'Amérique à l'époque. On avait évidemment à ce moment-là des concurrences entre différents missionnaires, britanniques protestants, français catholiques, notamment à Madagascar. Donc là, on cherchait à convertir un maximum à sa religion. Donc, le dessin actuel des aires religieuses, d'une manière générale, est le fruit de ça. Le fruit de migration, d'exportation et de conversion historique. Aujourd'hui, donc toutes les religions, fondamentalement, sont le fruit de ceci. En Europe de l'Ouest aujourd'hui, la progression de l'islam, c'est le fruit d'un certain nombre de migrations, que ce soit de main-d'œuvre ou simplement de personnes qui migrent par volonté, sans forcément qu'il y ait un appel de main-d'œuvre spécifique. Donc, mais presque toujours dans l'histoire, l'élément déclencheur de la fortune d'une religion, c'est un événement politique. Donc, c'est l'appui d'un pouvoir qui fait passer une religion d'un statut de minorité opprimée à celui d'une religion officielle. C'est d'ailleurs l'histoire du christianisme également, parce que jusqu'à ce que l'empereur Constantin lui-même adopte cette nouvelle religion, le christianisme, dans l'Empire romain, c'était une minorité opprimée.
pour l'islam, c'est les conquêtes arabes, la conversion à l'islam de la Perse, tout ça a fait que ces choix politiques ont permis la diffusion de ces grandes religions. Encore une fois, la découverte de l'Amérique par les Espagnols, pareil, on en a déjà parlé. Mais dans tous les cas, on évite au maximum l'hétérogénéité religieuse à l'intérieur d'un État, alors que dans le même temps, on ne se soucie pas de l'hétérogénéité des langues. Parce qu'à l'époque, elle ne suscitait pas de difficultés politiques particulières. On voit qu'aujourd'hui, c'est bien différent. L'hétérogénéité religieuse au sein des États se fait de manière tout à fait naturelle. L'hétérogénéité des langues, par contre, pose beaucoup plus de problèmes. Donc ces modifications sont amenées par des mouvements de population. Ces mouvements de population modifient les aires confessionnelles, modifient les cartes, et donc amènent des questions politiques qu'il faut régler. Alors en termes de diffusion, une petite vidéo qui me semblait relativement bien faite, et qui peut vous donner une idée assez générale du mode de diffusion des religions. J'espère que ça fonctionne. On n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air beaucoup marqué, cette histoire. Bon, je vais aller chercher la vidéo autrement. Bon, alors, je vais partager ma fenêtre avec vous, ça ira plus vite. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Oui, quand je parle de migration, je parle de flux, hein, effectivement. Donc, pas de changement de... Sinon, ça, c'est c'est la conversion. Pas exactement la même chose. Donc, voilà. Je vais passer la vidéo de l'autre côté, parce que ça me paraît plus facile. Voilà, ici, ça marchera mieux.
Donc voilà, on va le reprendre ici. Donc voilà, ça me semblait particulièrement clair. On voit relativement bien oui, hein, donc on voit relativement bien finalement les mouvements et les flux. On était là sur des flux fondamentalement de grande ampleur, sauf au niveau juif, où là on a clairement des diasporas qui s'installent un peu partout, parce qu'il y a beaucoup de mouvements et très très tôt. Donc c'est particulièrement intéressant. Et de voir aujourd'hui, donc par rapport à ces mouvements et à ces flux, je veux dire très très généraux, qu'on constate avec la colonisation et avec l'expansion du christianisme, qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans des modifications d'air, mais à l'intérieur, à l'échelle des villes, à l'échelle des pays. On n'a plus ces grands mouvements, ces grands flux. C'est quelque chose qui se fait clairement par l'immigration et par l'échange, finalement, entre les différentes aires confessionnelles. Ce qui pose des questions fondamentalement politiques, mais qui sont des questions différentes. Port du voile en est une. Et donc, c'est finalement le passage d'un paradigme à un autre, et c'est intéressant à noter. Mais la vidéo est assez bien faite parce qu'on voit bien, finalement, les grandes masses de. Oh, oui, après, mais ça, on est dans des. C'est moins politique. Enfin, là, c'est de la politique des religions, donc c'est pas une question qu'on va se poser en géographie politique si c'est installé partout une stratégie. Fondamentalement, sans doute. Mais c'est moins une question de géographie politique. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en géographie politique, on va regarder des cartes et on va les interpréter. Et l'interprétation de ces mouvements de cartes sont particulièrement intéressants parce qu'elles posent des questions politiques aujourd'hui. Non, non, la question n'est pas bonne, hein. La Belgique ne reconnaît ou ne reconnaît pas aucune religion. Elle finance ou finance pas. Le commerce ne fait pas partie de quoi? Si, fondamentalement, on pourrait le considérer, mais les aires socio-économiques, c'est quelque chose d'autre qu'on attaque maintenant. Donc nous, on fait la différence entre aire socio-économique, aire confessionnelle et aire linguistique, et on va considérer ça comme des couches qui se superposent finalement sur la carte du monde. Parce que ça nous permet d'avoir des niveaux de lecture qui sont différents. Oui, hein, donc là, il y a ça qui joue hein, fondamentalement. On a des populations, notamment berbères en Amérique du Nord. Non, en Afrique du Nord, là, on a toute une population berbère qui fait que ça va plus vite. L'Amérique du Nord, c'est fondamentalement des populations qui sont très récentes, en fait. Hein. Donc ça s'est peuplé exclusivement par l'Amérique du Nord, par des flux migratoires européens. Est-ce que ça va pour tout le monde sur les aires religieuses qui viennent finalement compléter les aires linguistiques? Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les troisièmes aires, à savoir les aires socio-économiques, qui sont un peu plus évidentes pour nous que les aires. Mais donc c'est une troisième couche qu'on vient rajouter sur le planisphère, pour faire très simple. Voilà, j'ai beaucoup de oui, j'essaye d'aller moins vite, donc a priori c'est plus clair. Ok, super. Donc troisième type d'aire, évidemment, les aires socio-économiques. On l'a dit, les aires religieuses, les aires linguistiques, ça n'a pas formé les seules aires pertinentes, bien sûr. Le maillage socio-économique, il est à prendre en compte parce que c'est un clivage qui est particulièrement pertinent également, que ce soit dans la société actuelle ou que ce soit dans une perspective beaucoup plus historique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par territoire économique? C'est une division de l'espace en ensembles qui sont économiquement homogènes. Là-bas, on va parler de classe socio-spatiale.
on a finalement comme ça une géographie de l'inégalité économique qui peut se mettre en place. À chaque fois, quand on va parler d'aire, on va essayer d'avoir une aire qui est homogène, que ce soit de manière linguistique, religieuse ou socio-économique. Quand on parle de socio-économique, en gros, pour faire très simple, on va séparer les riches et les pauvres en des aires. Et vous l'avez entendu, on en parle tous les jours, on utilise des termes fondamentalement socio-économiques tout le temps, quand on parle de pays sous-développés, de pays en voie de développement, de pays développés, de G77, de G8, tout ça fait référence à un clivage socio-économique, à des aires socio-économiques qui sont différentes. Le pavage socio-économique, il est particulièrement difficile à décrire parce que l'espace n'est pas uniforme. Donc, c'est finalement une remarque qu'on fait régulièrement. C'est une remarque qu'on fait pour la linguistique, une remarque qu'on fait pour la religion, qu'on l'a vu dans le planisphère général, quand on dit que la France ou la classe comme les pays catholiques, c'est une vue de l'esprit. Fondamentalement, l'ensemble des Français ne sont pas catholiques. C'est pareil pour les zones socio-économiques. Pauvreté et richesse vont très souvent se juxtaposer. On a des strates socio-économiques, on a des pays pauvres, des pays riches, mais on a aussi des régions pauvres, des régions riches. Il y a des rapports sociopolarisants dans ces régions, et donc, fondamentalement, richesse et pauvreté sont des dynamiques qui sont particulièrement polarisantes. L'idée, c'est de rendre à peu près lisible la carte des fractures socio-économiques, des dichotomies socio-économiques, ces dichotomies qui tendent d'ailleurs à se renforcer. Et ça reflète une accumulation spatiale qui est relativement polarisée, que ce soit en capital, mais aussi en main-d'œuvre, en technologie, en infrastructure, tout ça, ça polarise les flux et les aires socio-économiques. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour les décrire? Il y a des outils qui permettent de le faire, il y a des outils qui permettent de construire les cartes. Ces outils, c'est quoi? C'est le PIB, c'est le produit national brut, c'est le PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat, c'est l'indice de développement humain, c'est toute une série comme ça d'indices qu'on va détailler qui vont nous permettre finalement d'organiser la carte des aires socio-économiques. Mais encore une fois, rappelons-le, prudence quand on manipule ce genre de chiffres, parce que ça nous donne une idée, mais encore une fois, on ne va pas dans l'intime détail de la complexité finalement au sein d'une aire socio-économique. Donc c'est important. Alors, trois types, trois échelles de clivage socio-économique. Évidemment, il y a les clivages socio-économiques mondiaux, où là on peut caricaturer en disant nord-sud. On a des échelles qui sont plus nationales ou continentales, et puis des échelles qui sont vraiment très locales. Et là, on va rentrer vraiment dans la dynamique un peu plus spécifique. Et on va voir que finalement, ces différentes échelles rendent compte de réalités qui sont différentes. Alors, nord-sud, évidemment, depuis très longtemps, clivage caricatural, pays du Nord, pays du Sud. Avançant par les tiers-mondes, c'est une représentation qui est contestable d'un point de vue géographique parce que certains États de l'hémisphère sud sont des États qui sont tout à fait développés. On prend l'Australie, on prend la Nouvelle-Zélande, ce sont des États qui sont largement développés, qui sont au sud, et d'autres États de l'hémisphère nord qui connaissent des récessions importantes. Voilà, c'est les États du bloc de l'Est, pour faire très simple. Et donc ce sud est proposé comme une entité socio-économique à part entière, et elle a eu des traductions politiques. La première traduction politique, c'est ce qu'on appelle le G77. C'est les États du tiers-monde, ce qu'on appelle le tiers-monde à l'époque, qui sont regroupés à l'ONU en 1964 à 77. Là, vous les avez. Lors de la première CNUSET, donc, ils ont essayé de s'unir face aux pays dits du Nord, qui étaient organisés. Alors, ils ont été 77 au départ, ils ont été 121 par la suite. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle toujours le G77, c'est 135 pays, qui sont dits des pays moins riches, des pays du Sud, donc comme on peut les définir si on trace une ligne nord-sud dans cette représentation d'un clivage socio-économique en aire plus ou moins homogène. Plus, moins que plus, mais plus ou moins homogène quand même.
Et donc ça, c'est une première traduction politique d'une organisation des pays moins développés. Il y en a eu d'autres. Il y a eu la conférence des non-alignés, qui a voulu proposer une troisième voie entre capitalisme et communisme, ce qui a donné rien. Et puis il y a d'autres traductions, mais pour les pays du Nord. À ce moment-là, si on fait la comparaison, ça c'est le G8. Donc G8 s'oppose, entre guillemets, au G77, mais on le voit, hein, au travers du G8, on voit bien qu'il y a encore des espaces gris, c'est-à-dire des pays qui n'en font pas partie, tout comme dans le G77, on a au sud l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ce genre de pays qui ne sont pas du tout considérés comme des pays qui sont pauvres, ou en tout cas qui fait partie d'une zone homogène socio-économiquement plus faible. Donc nord et sud relèvent d'une grande différence de développement, ça on peut s'en acquitter, mais c'est un clivage qui est valable à toutes les échelles, c'est-à-dire le nord connaît la pauvreté, on parle de guerre-monde, le sud connaît l'opulence aussi, je veux dire, il y a des pays du nord qui connaissent la pauvreté, comme il y a des pays du sud qui connaissent l'opulence. Ça c'est relativement évident. Au nord, on l'a dit, après la chute du mur, il y a toute une série de pays qui ont connu une grande décadence économique et, au travers de leur adhésion à l'Union européenne, ont pu obtenir toute une série d'aides pour finalement amorcer un effet de rattrapage par rapport à cette frontière est-ouest qui pouvait exister en Europe. Et à l'inverse, on a toute une série de pays qui sont très très développés, entre guillemets, dans le sud, ce qu'on appelle finalement les pays aujourd'hui, qui sont des nouveaux pays industrialisés. Donc on peut faire finalement un petit classement de ces pays dits du Sud. On a tout d'abord ce qu'on appelle les pays les moins avancés. Et ça nous permet en tout cas d'exprimer les forts contrastes qui peuvent exister au sein d'une zone. On l'a vu, au sein de la zone dite du Nord, plus avancée, il y a des pays qui ont connu des fortes récessions, notamment après l'éclatement du bloc soviétique. C'est également une réalité qu'on peut contraster dans le bloc du Sud. Donc les pays les moins avancés, c'est les pays dont on va considérer que le produit national brut est inférieur à 400 ou 500 dollars par habitant. D'accord? On a ensuite des pays qu'on appelle les pays intermédiaires, avec un produit national brut compris entre 500 et 5000 dollars par habitant. On a ensuite les nouveaux pays industrialisés, qui sont souvent plus riches en fait que les anciens États du bloc de l'Est. On parle du Mexique, on parle du Brésil, de la Corée du Sud, de Hong Kong, de Taïwan, de Singapour, de la Turquie également. Donc au sein du Grand Sud, on a de grandes disparités. Et puis on peut aller encore plus loin dans ces États du Sud en prenant l'organisation des pays producteurs de pétrole. Et là, c'est un peu une catégorie ultime, où on a souvent des PNB par habitant qui sont supérieurs à tous les autres. Donc une réalité n'est pas l'autre, et au sein de ce qu'on appelle le G77, on peut réorganiser et refaire toute une dynamique de fragmentation, en tout cas de typologie, qui nous permettent d'affiner le modèle. Ça va? Alors, on peut réfléchir différemment, qu'il y a une grande ligne de clivage nord-sud, on peut réfléchir grâce à des outils qui sont à notre disposition. Le premier outil, c'est le PIB par habitant. C'est indubitablement l'outil le plus connu, fortement lié à la géographie politique, parce qu'il est calculé par État et suivant des données fournies par les États, à savoir la production, le produit intérieur brut, divisé par le nombre d'habitants. Vous avez sur la carte les États les plus riches, les États les plus pauvres, encore une fois, donc concernant, vraiment si on se base sur cet indicateur-là précisément, et on voit que déjà, cette espèce de fracture nord-sud se dilue. Alors les plus riches sont effectivement globalement situés au nord, mais on en retrouve au centre comme on en retrouve au sud avec l'Australie. Ce n'est pas un outil particulièrement fin, qu'on a essayé de travailler différemment cet outil. Donc si on prend le PIB par habitant uniquement, on va se rendre compte que le pays le plus riche, c'est le Qatar, Macao ensuite, le Luxembourg, la Belgique est 25e, uniquement en PIB par habitant. Le pays le moins riche étant la République centrafricaine.
Nouveau pays industrialisé, Chili. Où est-ce qu'on est? Je reviens. À l'heure actuelle, non. Non, parce que regardez le niveau de développement du PIB par habitant, effectivement, il est relativement proche de celui du Brésil, mais aujourd'hui, il n'est pas classé en NPI. Donc il est peut-être déjà passé de l'autre côté. Il faut que je me renseigne sur le Chili spécifiquement. Je n'ai pas la réponse, mais je vous reviendrai avec ça la semaine prochaine. Parce que si ça se trouve, il n'est pas en NPI parce qu'il est déjà passé de l'autre côté, en pays industrialisé. Et ça, c'est probable. Donc PIB par habitant qui donne un classement, qui donne une idée, ben parce que le PIB par habitant. Et parce qu'on n'est pas sur... Ouais, en PIB par habitant, oui. Impressionnant, hein? Ce qui nous fait dire que ce n'est pas un outil particulièrement fin. C'est pour ça qu'il faut l'affiner. Qu'est-ce qui fait qu'on a des classements comme ça relativement improbables? Et ça s'explique tout simplement parce que on n'a pas annulé le coût de la vie, c'est-à-dire le coût du panier de la ménagère. Non, non. Par contre, voilà, ça, ce genre de réflexion, c'est typiquement ce qu'un politologue ne doit pas faire. On n'a aucune. donc voilà, voilà un bon exemple de ce qu'il ne faut absolument pas dire. Ça, c'est du café du commerce. Ici, on a une réflexion de politologue, donc on doit fondamentalement éviter ce genre de choses. On ne peut pas sortir des ils arrangent les chiffres. Il faut qu'on s'appuie sur quelque chose. On peut le faire à partir du moment où on a des indices cartographiques qui nous permettent de le dire. C'est ce que j'ai fait lors du premier cours quand on a parlé des cas Covid annoncés par la Chine. On s'est rendu compte que si on réfléchissait en termes de géographie politique, oui, bien sûr, les modes de calcul évoluent, mais ici je vais vous expliquer pourquoi c'est particulièrement improbable. Mais si on constate par exemple qu'en Chine, on a une dynamique et de concentration de population et de propagation de virus, et si on compare avec d'autres chiffres dans d'autres pays qui ont des densités de population relativement comparables, on se dit effectivement qu'il y a quelque chose qui dénote. Et de plus en plus, moi je vous l'avais dit au premier cours, mais c'est une parole qui s'est diffusée au fur et à mesure, et de plus en plus de chefs d'État européens d'ailleurs viennent nous dire qu'ils ont des doutes sur les chiffres chinois au travers du Covid. Mais c'est étayé. Donc, ici, si on veut donner par exemple une réponse à un classement qui pourrait sembler bizarre, ce qui est intéressant, c'est que le PIB par habitant est un indicateur, mais n'est pas un indicateur fin. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas en compte les niveaux de vie, ni le panier du prix des biens, finalement. Donc, on est sur des niveaux de vie qui sont relatifs. Donc, si on considère le PIB par habitant, c'est une bonne chose, mais la Suisse est un pays très cher. Donc, il faut annuler le panier des biens. Ce que fait le PIB-PPA, donc c'est-à-dire le PIB à parité de pouvoir d'achat. Le PIB par habitant ne prend pas en compte les niveaux de vie relatifs et les différences du prix des biens et de services. Donc finalement, le coût de la vie, c'est ce que je viens de vous dire, et la correction est amenée par un PIB à parité du pouvoir d'achat. Et donc, on remplace finalement les taux de change normaux par des taux destinés à égaliser le prix d'un panier standard de biens et de services, c'est-à-dire le panier de la ménagère, comme c'est ça qu'on l'appelle en Belgique. Et donc là, on va retrouver les États les plus riches et les États les plus pauvres, qui ne sont pas les mêmes du tout. Classement, on n'a plus rien à voir. Et donc, si vous étudiez un peu le classement, c'est la Chine qui est en tête, à parité du pouvoir d'achat, au travers de ce qui est produit par habitant. Et l'Union européenne dans son ensemble, deuxième. Donc, c'est des indicateurs différents qui rendent compte de réalités différentes et qui finalement, et là où je peux vous rejoindre dans vos commentaires, c'est qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Ça, c'est quelque chose que sur lequel je peux m'accorder.
Parce qu'en fonction de ce qu'on va décider, ce sur quoi on va décider de mettre l'accent, on va avoir des cartes qui vont être différentes. D'où l'importance d'avoir un regard critique par rapport à ces cartes. PIB donne une représentation, le PIB à parité de pouvoir d'achat en donne une autre. Voilà, par exemple. C'est un bon exemple. Si on prend le produit national brut, on va encore avoir un autre type de carte. Je ne vais pas m'arrêter sur le produit national brut parce que c'est vraiment un mauvais indice. Par contre, un indice où là, on a essayé vraiment de rentrer dans une dynamique un peu différente, c'est l'indice de développement humain qui était proposé par l'ONU, qui est beaucoup plus complet, plus complexe que simplement du produit intérieur qui ne rend pas compte d'une réalité de vie. L'indice de développement humain, donc là, on va combiner toute une série de statistiques. L'alphabétisation des adultes, l'espérance de vie, mais on va aussi intégrer des éléments de revenus. C'est encore un indicateur imparfait, ils le sont tous, mais par contre, ça permet d'avoir une idée intéressante. Donc en gros, hein, un indicateur qui va jusque 100, donc ici, il est annulé, donc il part de 0 à 1. Entre 80, donc 0,8 sur la carte, et 1, on a un bon niveau de développement. C'est tout ce qui est en très foncé sur la carte. En dessous de 50, on considère qu'on a un faible niveau de développement. On rend encore compte, et donc vous voyez, voilà, ça revient, on revient avec le Chili. En IDH 2019, il est dans les pays très développés. Ça, à mon avis, ça répond à la question de pourquoi c'est pas un pays. Et la Belgique 38, oui, voilà, donc ça répond à la question pour 2018. Et ici, on est sur IDH 2019, donc c'est encore plus proche de chez nous. Oui, j'ai pris les chiffres que j'ai trouvés les plus récents, évidemment. Oui, donc, les aires socio-économiques, donc j'y viens. Refaisons un petit point, donc, si ce n'est pas clair. Donc, les aires socio-économiques, on va considérer qu'il y a 3 types d'aires socio-économiques au niveau mondial, ensuite au niveau continental ou national, et puis au niveau local. Ici, on est en train de parler des aires socio-économiques au niveau mondial. Ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait dresser une ligne nord-sud et qui était relativement caricaturale. C'est-à-dire que les pays du nord seraient riches, donc ce serait une aire socio-économique, et les pays du sud en seraient une autre. On a vu que ça avait des incidences politiques, c'est-à-dire que ces États se sont regroupés, le G8, le G77 par exemple, pour justement faire avancer, entre guillemets, leur cause socio-économique. Mais on se rend compte que si on utilise des indices qui sont différents, c'est-à-dire des manières de calculer, ou en tout cas si on regarde finement une carte avec des outils statistiques, des outils de développement, on se rend compte que ce n'est pas si évident. Donc cette fracture nord-sud, elle est relativement caricaturale. Si on prend le PIB par habitant, le PIB à parité de pouvoir d'achat, mais encore plus l'indice de développement humain, on se rend compte que cette fracture nord-sud n'est pas si claire. C'est ça aujourd'hui, voilà ce qu'on dit de cette première échelle des aires socio-économiques au niveau mondial. C'est plus clair? Et on va attaquer ensuite le niveau continental, étatique, et puis le niveau au sein d'un État même, voire au sein d'une ville. Parce que là aussi, notamment Los Angeles, il y a plein de choses à dire. Donc voilà finalement pour ces différents indicateurs qu'il faut toujours considérer avec un regard critique évidemment, mais qui permettent de nuancer une distinction caricaturale entre un nord et un sud. Alors, ces territoires socio-économiques, évidemment, ils ne sont pas que d'échelle mondiale. On l'a dit, il y en a également d'échelle. Donc, zoomons un peu dans la carte et intéressons-nous à l'échelle dite continentale. Parce que les continents sont souvent présentés à l'échelle mondiale comme des entités homogènes. On va dire l'Europe. Souvent, on parle de l'Europe. L'Europe s'est développée. L'Amérique s'est développée. Mais on a même constitué une triade, on a l'Europe, les États-Unis et le Japon. Ça fait la triade des gros blocs industrialisés. Mais c'est beaucoup plus hétérogène que ça. Quand on zoome un peu, on se rend compte de manière tout à fait fondamentale, les 3/4 de la population de l'Union européenne habitent dans des régions avec un PIB par habitant au-dessus de 75% de la moyenne européenne. Mais ça veut dire qu'un quart vivent dans des pays où c'est en dessous.
La région la plus riche, c'est évidemment celle de Londres, et la région la plus pauvre, elle est située en Bulgarie. La capitale britannique, elle est largement devant tous les autres, parce que regardez, si vous regardez la carte continentale que vous avez ici, on considère que ce qui est le plus clair, donc en jaune clair, presque blanc, c'est la moyenne. Tout ce qui va vers le vert, c'est en dessous de la moyenne, donc en PIB par habitant, et tout ce qui va vers le rouge, c'est au-dessus de la moyenne. Mais le très très rouge, c'est très très au-dessus de la moyenne. On est à jusqu'à 718% au-dessus de la moyenne. Et ça concerne le long. Donc vous voyez l'écart type impressionnant. À partir d'une moyenne, la moyenne c'est à peu près la France métropolitaine. Il y a des régions plus pauvres, des régions plus riches, dans le nord de la France évidemment, mais donc ça c'est en gros la moyenne, le reste c'est au-dessus ou en dessous. Alors, on constate aussi quelque chose de particulièrement intéressant, c'est que les régions les plus pauvres de l'Union européenne sont à l'est et au sud, essentiellement. Les plus prospères, c'est celles qui accueillent la capitale d'un pays, et on va reparler de l'importance de ces capitales quand on va étudier les pôles. Ici, on étudie les lignes. On étudie encore les territoires. On passera aux lignes quand on passera aux frontières encore aujourd'hui, à mon avis. Donc là, on est sur les territoires, les lignes et les pôles. On verra les capitales quand on verra les pôles. Il y a une division très nette qui apparaît, notamment avec les pays de l'Europe de l'Est, mais aussi avec les pays du Sud. Tous ces déséquilibres ont des répercussions politiques ou géopolitiques. Parce que là, clairement, quand on zoome sur la carte de l'Union européenne, ou de l'Europe de manière générale, on se rend compte qu'il y a de forts déséquilibres. Alors la Belgique, c'est intéressant. J'y viens, l'échelle est fort petite, mais la Belgique, elle est divisée entre fondamentalement une Flandre qui reprend les couleurs des Pays-Bas, donc on est sur du orange-rouge, donc au-dessus de la moyenne, et évidemment, la Wallonie est dans le vert. En tout cas, le Hainaut. Et c'est relativement partagé. Très très marqué en Italie, c'est pour ça qu'on va l'étudier spécifiquement après. Donc là, l'Italie, c'est un cas d'école. La Belgique est très divisée aussi. Et donc, c'est ce que je disais. Finalement, ça a des répercussions politiques et géopolitiques. Ces chevauchements d'aires socio-économiques et finalement ces différences dans les zones socio-économiques, parce que ça, d'une part, ça retarde l'intégration des États de l'ancien bloc soviétique. Mais ça menace aussi les solidarités financières à l'intérieur des pays de l'Union. Dans certains pays, on en a déjà parlé, mais en Espagne, en Italie et en Belgique, fondamentalement, c'est là que les unicités étatiques sont le plus mises en danger par les disparités socio-économiques, et ça génère quoi? Des projets séparatistes, tout simplement. C'est le cas en Flandre, c'est le cas dans l'Espagne, c'est criant. Vous voyez la région, le gros bloc espagnol bien vert, et une zone qui se détache plus dans le jaune, et qui est la région la plus riche. Pas plus marqué depuis l'arrivée de l'euro, ça n'a rien changé. Non, l'euro n'est pas particulièrement une variable qu'on étudie sur les disparités socio-économiques, c'est pas beaucoup plus marqué en fait. Ça a d'ailleurs fait remonter pas mal de pays de l'Est. Mais on est aujourd'hui dans une dynamique où les régions les plus riches ne veulent plus payer pour les régions les plus pauvres. Flandre, Wallonie, Catalogne et les autres régions espagnoles, l'Italie du Nord et le Mezzogiorno, comme on l'appelle, le Midi italien, tout ça a des conséquences très importantes au niveau politique. Et donc, soyons clairs, quand on parle du nationalisme, quand on parle de revendications culturelles pour des projets séparatistes, le fondement, il est là. Le fondement, il est socio-économique. Quand on regarde une carte, ça nous saute aux yeux. Je ne l'ai pas sous la main, mais je peux le fournir. Ça, c'est sur la carte que j'ai ici, on est vraiment sur l'UE des 27.
Parce qu'ils font les statistiques sur l'Union européenne de 27, c'est comme ça qu'on est considéré dans les grands, dans les grands mouvements statistiques. Mais c'est vrai que la Norvège, ça peut être intéressant, mais à mon avis, on doit être sur les choses proches. L'Islande peut être intéressante aussi, parce que c'est un cas particulier en termes d'aire linguistique et d'aire religieuse. Il faudrait voir si son aire socioculturelle et socio-économique pardon, est aussi homogène, mais a priori c'est le cas. C'est vrai que mais la Norvège, je ne sais pas si c'est particulièrement intéressant, je vais regarder. Donc voilà, l'importance des cartes est fondamentale parce que quand on regarde les projets séparatistes et qu'on les compare à une carte socio-économique du développement, en tout cas de la différence d'aire socio-économique, ça coïncide totalement. Donc quand on vous parle de grands projets culturels, vous, politologue qui savez lire des cartes, vous pouvez tout à fait opposer votre réflexion à ce type de choses. Oui, donc en Belgique, on considère, l'importance n'est pas le produit, hein, on travaille sur le revenu. Hein. Donc peu importe, travailler dans la région ou pas, c'est la région où ils sont domiciliés qui est intéressante. Ça peut avoir des incidences en Belgique, c'est pas le cas en Espagne ou en Italie par exemple. Il y a rarement des périodes, les gens ne font pas 1000 km pour aller travailler. Donc c'est pour ça que l'Italie est vraiment un cas d'école, parce que c'est particulièrement intéressant de voir les blocs se détacher. Pour la Belgique, ça pourrait, mais du coup, en travaillant avec le PIB par habitant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, si on zoome au niveau continental, on peut encore zoomer. Et on peut zoomer au niveau d'un État. Alors prenons l'Italie. C'est particulièrement intéressant parce que ce clivage intérieur est particulièrement bien illustré par l'exemple italien. Donc, on a fait le niveau mondial planétaire, on est descendu d'un étage pour aller voir le niveau continental et on se rend compte que là aussi il peut y avoir des disparités. Mais si on zoome encore et qu'on va au niveau d'un État comme l'État italien, on se rend compte que là aussi il peut y avoir des disparités importantes. C'est le cas au Brésil aussi, mais l'Italie, c'est vraiment un beau cas d'école parce qu'il est très très fort d'inégalités spatiales et on a une insertion qui est très différente dans l'économie mondiale. Donc, si on regarde le clivage nord-sud en Italie, il y a une transcription géopolitique très claire au niveau politique avec le développement de ligues autonomistes depuis les années 80, notamment la Ligue lombarde, qui rejette quoi? La solidarité financière à l'intérieur du pays. C'est la même chose avec les partis politiques nationalistes flamands en Belgique. Donc là encore, on l'a vu pour les aires religieuses, on le revoit pour les aires socio-économiques, quand on a des chevauchements d'air, quand on a des questions, des frictions à cause des aires non homogènes, ça amène des questions politiques. Fondamentalement, le lien politique est évident avec les aires linguistiques, avec les aires religieuses et avec les aires socio-économiques. En Italie, clairement, vous avez ici sur la carte, et les petites cartes sont intéressantes aussi, parce que en termes de population, on ne peut pas dire qu'il y ait de différence fondamentale, mais donc la partie la plus peuplée est la partie la plus riche. Le PIB par habitant est évidemment le plus important dans le nord. Le taux de chômage est à l'inverse le plus important dans le sud. Et l'économie parallèle, ça c'est particulièrement intéressant, c'est le travail non déclaré et considéré comme étant le plus important aussi dans les régions les plus pauvres. Par rapport à ceci, j'ai encore une vidéo intéressante à vous montrer. Je vais encore une fois sortir hein, parce que c'est plus facile de vous le montrer par ici. Elle est là. Ça c'est bon. Hop, ici. Notre focus nous emmène ce matin en Italie, loin de l'Iran et des États-Unis. 8 semaines après les élections législatives, sans majorité claire au Parlement, le pays n'a toujours pas de gouvernement. Le succès des partis anti-système est venu compliquer un jeu politique traditionnellement enlevé dans le pays. Conséquence, le message envoyé par les électeurs en mars dernier reste à ce stade inaudible et les fractures se creusent. Entre le nord et le sud du pays, le fossé est bien installé. Reportage pour France 24, Natalia Mendoza. Dans ce restaurant de Palerme,
Préparer la cuisine traditionnelle requiert du savoir-faire, mais aussi du courage. Voilà 6 ans que Natale Giunta vit sous escorte policière, depuis qu'il a dénoncé une tentative d'extorsion de Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Un jour, 2 hommes se sont présentés. Et ils m'ont dit « Tu nous donnes 2000 € chaque mois et 4000 à Noël et à Pâques. Autrement, on décidera de te faire vraiment du mal. » Natale fait partie des entrepreneurs qui ont dit non à Cosa Nostra. Mais en Sicile, tant d'autres continuent à payer le pizzo, c'est-à-dire le racket de la mafia en échange de sa protection. La mafia joue sur la peur. Ceux qui ont une famille y réfléchissent à 2 fois avant de les dénoncer. Car quand tu les dénonces, tu rentres dans une sorte de spirale dans laquelle tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver le lendemain. Créer une entreprise dans le sud, c'est vraiment très difficile. À quelques kilomètres du restaurant dans le centre historique de Palerme, le marché de Ballarò. Ici, c'est l'omerta qui règne. Pas question d'évoquer l'emprise du crime organisé. Allez demander à quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens parlent et disent n'importe quoi. Mais de quelle pizza vous parlez? Il n'y a rien de tout ça ici. Une réalité contredite par cette conversation entre mafieux, filmée par la police lors d'une enquête. Le colonel Di Stasio dirige la brigade des carabiniers de Palerme. Il combat au quotidien l'emprise mafieuse sur l'économie locale. Là où il y a l'argent, il y a les intérêts. Et Cosa Nostra est une énorme agence commerciale. Elle a besoin d'argent pour soutenir financièrement les familles des mafieux qui sont en prison. Et à travers l'extorsion, elle assure la mainmise du territoire. Selon des estimations, le racket de la mafia fait perdre environ 100 milliards d'euros à l'économie italienne chaque année. Un phénomène qui plombe surtout le Mezzogiorno, les régions du sud italien pourtant les plus pauvres. Infrastructures délabrées, administration publique inefficace et un taux de chômage record confirment un net décrochage de la moitié méridionale du pays. En Sicile, plus d'un jeune sur 2 est au chômage. Rosario, 27 ans, a décroché son diplôme universitaire il y a 1 an. Depuis, il peine à trouver du travail. Ce matin, nous l'accompagnons au centre pour l'emploi. Bonjour, je viens pour m'inscrire. Vous êtes diplômé? Oui, j'ai eu mon diplôme il y a 1 an. Je suis ingénieur civil et architecte. Depuis des mois, Rosario enchaîne les boulots précaires. Et décrocher un CDI lui semble encore un lointain mirage. C'est démotivant, car j'ai fait mes études avec enthousiasme. Mais plus le temps passe, plus j'ai du mal à entrevoir des perspectives. Faute d'opportunités, nombreux sont les jeunes qui partent se chercher un avenir dans le nord du pays, notamment en Lombardie, l'une des régions les plus prospères d'Europe. À Milan, sa capitale, le PIB par habitant est 2 fois plus élevé que dans le sud. La croissance et le succès du Nord viennent d'un grand capital humain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une grande partie de ces ressources humaines viennent du sud du pays, de régions comme la Calabre, la Campanie ou la Sicile. Une fuite des cerveaux qui profite aux entreprises à la pointe de l'innovation, comme cette PME basée dans la banlieue milanaise, spécialisée dans la robotique. Celle-ci, c'est notre nouvelle génération de robots industriels. Il aide les ouvriers dans les tâches répétitives. Et celui-ci, par contre, c'est un robot de service. Ciao, Sambot. On a de jeunes ingénieurs qui sont venus du sud de l'Italie pour travailler avec nous. L'innovation est stimulée par le marché. Le nord de l'Italie est plus productif que le sud. Et pour les entreprises, cela veut dire plus d'exigences et de défis. Le nord concentre presque tous les acteurs de l'excellence italienne, comme ceux de la mode,
et du design. Pour nous, la Lombardie est la capitale du design et de la mode. Donc on ne pouvait pas s'installer ailleurs. Et c'est sûr que toutes les entreprises italiennes autour de Milan peuvent sentir ce dynamisme. Un dynamisme qui témoigne du fossé qui sépare le nord et le sud de la péninsule, comme deux Italies qui voyagent à des vitesses différentes et qui semblent condamnées à ne pas se rejoindre. Ça va, donc c'est éclairant aussi, hein, fondamentalement, sur la réalité de conflits entre des aires socio-économiques au sein même d'un État. Donc ça rend compte finalement de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire finalement des différences qui peuvent exister. On l'a vu au niveau mondial, on l'a vu au niveau continental, on l'a vu au niveau d'un pays. Ça peut également être le cas au niveau d'une ville. Et là, c'est particulièrement intéressant, c'est d'avoir finalement l'exemple de Los Angeles, qui est un sujet éclairant. Donc, la ville de Los Angeles se caractérise, elle, par un cloisonnement extrême. C'est-à-dire qu'on a des quartiers résidentiels qui, pour la majorité d'entre eux, ne comprennent aucun lieu de socialisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bar, pas de café, pas de restaurant. Ce sont simplement des lieux où les gens habitent et qui sont cloisonnés, qui sont souvent fermés, c'est-à-dire ce qu'on appelle des gated communities, c'est-à-dire qu'il y a des portes, des grillages qui vont enfermer les quartiers. Donc on a vraiment des quartiers très très fermés. À Malibu, par exemple, c'est le cas. On va avoir des grillages qui vont fermer tout le quartier. Et donc, une espèce de place forte comme ça, un peu plus huppée, plus aisée. Au sein de la ville, on en retrouve déjà une dizaine. Et donc, ça génère une fracture, évidemment, entre des zones dites plus riches et des zones dites plus pauvres. Si vous avez des zones riches et des zones pauvres en différentes couleurs sur cette carte-ci. Donc, évidemment, les plus riches sont en mauve, les plus pauvres sont en jaune. La fracture, elle est d'autant plus forte que la majorité des communautés fermées considèrent, donc, dans leurs murs, comme ils ont leurs propres écoles, comme ils ont parfois leur propre milice, leur propre police, parfois leur propre service d'entretien de la voirie, ils considèrent qu'ils ne doivent pas payer de taxes. Ou en tout cas, moins de taxes à la ville, puisqu'ils organisent toute une série de services publics eux-mêmes. Et donc, on a un même phénomène, finalement, d'abandon de solidarité, qu'on peut l'avoir au niveau d'un pays, comme en Italie ou en Belgique. On a des revendications, là, au niveau même d'une ville, donc c'est très intéressant parce qu'en termes géographiques, ça nous dit beaucoup de choses. On a des abandons de solidarité, et l'impôt, ce n'est que ça, hein, c'est de la solidarité. Donc là, à l'échelle même d'une ville. Donc ça a beaucoup de conséquences, c'est-à-dire que à partir des années 60, toutes les villes américaines ont dû modifier les limites de leurs arrondissements, parce que les arrondissements commençaient à être vraiment particulièrement clivés les uns par rapport aux autres au sein des villes, et ils ont dû les modifier en fonction de résultats de recensement qui donc donnaient lieu à des réorganisations au sein même des villes de différents quartiers, pour ne pas que les quartiers se figent trop justement et rentrent dans ces dynamiques de cristallisation socio-économique trop importantes. C'est possible. Je ne connais pas le cas de l'Afrique du Sud, mais effectivement, mais là je pense qu'on est plus dans une ghettoisation, c'est plus ethnique. Mais on va voir la logique ethnique ici aussi à Los Angeles, parce que la concentration des habitants dans des quartiers homogènes, elle se fait d'un point de vue social, donc évidemment les riches mettent entre eux, mais ça coïncide finalement avec des concentrations ethniques. Et donc, avec une dynamique un peu de séparatisme municipal qui est en train de se mettre en place, ce qui a redessiné fondamentalement les quartiers. Si on la compare avec la carte suivante, ça c'est la carte de la distribution raciale. Et on rend compte que donc, la zone qui est entourée, c'est la zone pauvre qui est entourée ici. Si on prend cette zone-là,
quand on regarde la concentration raciale, ben, de manière tout à fait évidente, on se rend compte que c'est majoritairement du bleu et du orange, c'est-à-dire des populations noires et des populations hispaniques. Donc même à l'échelle d'une ville, on peut avoir des dynamiques où des aires socio-économiques vont s'affronter et on va rentrer dans une dynamique qui est la même que celle que pour un État, c'est-à-dire de revendication, de fin de solidarité entre des zones plus riches et des zones plus pauvres. Les États-Unis essayent de combattre ça en essayant de modifier un maximum les quartiers tous les X temps au travers de recensement de la population, tant au niveau ethnique qu'au niveau socio-économique. C'est pour ça que les Hispaniques, d'ailleurs, maintenant ont un quartier propre à Los Angeles, parce qu'il y a une grosse immigration hispanique ces dernières années. Et c'est le recensement qui permet de casser cette dynamique, justement, de quartiers clivants. Mais c'est particulièrement apprenant parce qu'on se rend compte que donc on peut appliquer cette dynamique d'air socio-économique du niveau continental au niveau, donc du niveau mondial, au niveau continental, au niveau national, et même au niveau urbain, en fait. Il faudrait faire le comparatif entre les villes démocrates et les villes républicaines, mais c'est une autre logique. Ici, on est vraiment sur une ville spécifique pour montrer à l'intérieur, mais il y a une organisation très spécifique à Los Angeles qui le permet, mais cette dynamique de recensement, elle est la même partout. Par contre, par rapport à la dynamique de vote, il faudrait effectivement s'y intéresser, et ça, je ne sais pas. La part de l'impôt sur le revenu pris sur quel pourcentage rapport au financement de la commission additionnelle en Belgique. Donc là, oui, on parle des impôts locaux. Hein. Donc, fondamentalement, je ne parle pas de l'impôt national. Donc, je ne parle pas des centimes additionnels. On parle ici de l'impôt local, comme la taxe poubelle, comme la taxe ramassage des déchets, la taxe égout, qu'on va payer directement à la commune. C'est ça que j'ai regroupé sous le vocable impôt, mais effectivement, ça peut être confusant. Et donc, fondamentalement, à toutes les échelles, on va retrouver ces cristallisations socio-économiques qui peuvent parfois correspondre à des cristallisations ethniques, comme c'est le cas ici. Et donc, on a un phénomène qu'on a appelé finalement la balkanisation de l'espace métropolitain dans les petites villes. Oui, voilà, on peut trouver des exemples fondamentalement à l'infini. Ici, ce que je vous donne, moi, c'est des exemples qui sont très criants. Quand on voit l'Italie, c'est particulièrement frappant. Quand on regarde Los Angeles, c'est particulièrement frappant aussi, donc ça permet d'éclairer. Mais il y a beaucoup d'autres exemples, parfois avec des nuances différentes. Hein, donc, et ce sera finalement, gardez vos idées, parce que c'est ça, c'est vers ça qu'on va pour les questions. La première question, le petit travail que vous devez faire pour l'examen, c'est ça que je vais vous demander pour faire ça. Ah, les cartes peuvent changer en fonction de nous. Oui, regardez, quand on a créé l'IDH, c'est pas donc l'analyse de développement humain, c'est pas si récent que c'est pas si vieux que ça. Et on a changé. Les cartes ont été modifiées. Et donc le discours politique peut changer, ou en tout cas la prise de décision politique peut changer, et le rapport de force peut bouger sur base de cartes. Nous, on les étudie les cartes et on regarde les éléments, les informations qu'elles nous donnent pour une prise de décision politique. On est des politologues, on doit utiliser tous les outils à notre disposition, en ce compris la géographie. Si vous avez compris ça, vous avez compris ce qu'on est en train de faire. Donc voilà fondamentalement ce qui va venir refermer le chapitre sur les territoires. On a parlé de l'État, on a parlé des territoires supra-étatiques, des territoires infra-étatiques également, et on a parlé des différentes aires linguistiques, religieuses et socioculturelles. Aujourd'hui, on va attaquer deuxième partie, un deuxième bloc, qui ne sont plus les territoires, mais bien les lignes. Les lignes, qu'est-ce que c'est? C'est des frontières et c'est des réseaux. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui. Et puis quand on aura fini ce deuxième bloc-là, il y aura un troisième bloc avec les pôles. Les pôles, c'est quoi? C'est les réseaux nœuds, donc les nœuds de réseau, les capitales, les villes et ces éléments-là. Et quand on aura tous les éléments, on aura tous les outils que pour décoder fondamentalement, en tout cas l'introduction à la géographie politique. Ça va avec tout le monde? Donc avant d'attaquer les frontières, je vous propose qu'on s'arrête 10 minutes, on reprend vers 11h10, et puis on attaque les frontières. Ça va?